Monsieur le député, Monsieur le vice-président de la métropole de Lyon, Madame l'adjointe au maire de Lyon, représentant le maire de Lyon, Monsieur le gouverneur militaire de Lyon, Monsieur le président de la Cour administrative d'appel, conseiller d'État, Monsieur le président du tribunal judiciaire, Monsieur le recteur de l'Académie de Lyon, recteur de la région académique, chancelier des universités, Monsieur le président de l'université Jean Moulin, Lyon 3, Mesdames et Messieurs les présidents d'universités et directeurs de grandes écoles, Monsieur le président du tribunal de commerce de Lyon, Madame la bâtonnière de l'Ordre des avocats de Lyon, Monsieur le président du conseil régional des notaires de Lyon, Monsieur le directeur de l'école des avocats Rhône-Alpes, Monsieur le consul général d'Allemagne, Mesdames et Messieurs les consuls, Monsieur le doyen de la faculté de droit, chers collègues invités également, puisque nous avons l'honneur d'accueillir cette semaine le professeur Andrew Hayward de l'université de Durham au Royaume-Uni, ainsi que deux collègues de l'université de Saint-Joseph de Beyrouth, Aïda Hazar et Nadi Abi Rached. Mesdames, Messieurs, chers amis, et bien évidemment, cher Johannes Massing et cher Philippe Sands. C'est un grand honneur de vous recevoir dans notre université, l'université Jean Moulin Lyon 3. Le titre de docteur honoris causa, qui vous sera décerné dans quelques instants, porte témoignage de notre admiration de vos travaux et de vos personnalités. Pour le dire en un mot, de votre œuvre. Elle sera retracée plus précisément pour chacun d'entre vous par les professeurs Frédéric Ferrand et Mathilde Philippe-Gay, qui ont reçu la lourde responsabilité de vous présenter. Je retiens à ce stade simplement de votre œuvre qu'elle est l'œuvre de juristes européens engagés dans la défense de la justice constitutionnelle et de la justice internationale, dans celle des droits fondamentaux et des libertés, que ces engagements ont compté en Europe et comptent évidemment toujours encore et ô combien. Le président de l'université et le recteur ne manqueront pas de souligner la symbolique qu'il y a à vous réunir, tous deux, ici, à travers vos parcours et vos nationalités
pour cet hommage que nous avons souhaité vous rendre sur la proposition de notre faculté de droit. Cette cérémonie a été différée pendant la crise sanitaire. Elle se tient finalement aujourd'hui, et bien heureusement, dans une distorsion de temps qui explique la présence, à cette chaire, de l'ancien doyen que je suis et du nouveau doyen. Elle sera rythmée par plusieurs intermèdes musicaux et par la réalisation d'un portrait de nos deux récipiendaires. Ces intermèdes musicaux et ces portraits sont réalisés par des étudiants du Conservatoire national de musique et de danse de Lyon, pour la musique, vous l'aurez deviné, et portraits, plus difficiles à deviner, par une étudiante de Bourg-en-Bresse, de 3e année de licence, aujourd'hui inscrite dans un master de droit à l'université de Grenoble-Alpes. Voilà, mesdames, messieurs, chers et chers collègues, mesdames, messieurs les hautes personnalités qui nous font l'honneur d'être ici présentes. Quel est le programme de cette cérémonie? Et je passe la parole immédiatement à notre président, Éric Carpano. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, nous sommes réunis aujourd'hui dans cet amphithéâtre Roubier du palais de l'Université Jean Moulin pour célébrer l'humanisme européen, en honorant d'un doctorat honoris causa deux éminents juristes, cosmopolites et engagés dans la défense de la liberté, de l'état de droit et des droits humains. Le professeur Johannes Masing, ancien juge au tribunal fédéral constitutionnel allemand, et le professeur Philippe Sands, écrivain et avocat devant les juridictions internationales. Je suis très honoré de vous accueillir aujourd'hui au sein de notre université, héritière de la faculté de droit de l'Université de Lyon, une université qui fêtera ses 50 ans dans quelques mois, une université qui porte le nom de Jean Moulin. Symbole majeur de courage et de la résistance à l'oppression, et dont la figure inspirera, j'en forme le vœu, encore de nombreuses générations d'étudiants et d'enseignants dans leur engagement dans la société. Le diplôme honorifique que vous allez recevoir aujourd'hui dans cet amphithéâtre Roubier, ordinairement dédié à l'enseignement du droit, vient récompenser votre engagement et une réalité simple, mais essentiel à nos yeux. Vous êtes bien plus que des professeurs de droit. Vous êtes des professeurs des droits humains, partageant tous les deux cette idée essentielle que la finalité du droit est de servir l'humanité. Le droit n'est pas tant une science sociale qu'une science humaine. Nous avons en commun cette conviction que le droit est un humanisme. Vos parcours en sont la preuve éclatante. Il y a le droit des livres et le droit en action. En tant qu'universitaire, notre rôle n'est pas seulement la transmission de savoir et de compétences. C'est certes notre vocation, notre première intention, mais ce n'est pas suffisant. Notre rôle est aussi, à l'instar de vos engagements, d'assumer notre place dans la défense de notre régime de liberté et de contribuer partout où nous le pouvons à la vitalité démocratique de notre société et à l'émancipation des individus. Nous traversons une période inédite, où se trouvent fragilisés des acquis dont nous prenons conscience brutalement qui ne sont plus garantis. Le retour de la guerre en Europe, la montée des extrémismes, et plus grave encore peut-être, leur banalisation, la crise climatique, sont autant de défis qui nous imposent de remettre sans cesse l'ouvrage sur le métier et de regarder le monde sans désinvolture, en cherchant, avec les moyens offerts par la raison critique et les libertés académiques, de reprendre les sentiers d'une société de justice, de paix et de progrès. La distinction qui vous met à l'honneur ce jour est aussi la marque d'un idéal. Pour vous, le combat du droit est aussi celui pour la justice. Devant les juridictions nationales ou internationales, comme juge ou comme avocat, vous savez au plus haut niveau de nos juridictions quels sont les soubassements qui permettent, dans des sociétés démocratiques, de trancher les différends dans la paix, de confronter des réalités contraires
pour faire naître des réalités positives, fondées sur la nécessité impérative de réguler les désordres du monde par des procédures contradictoires, par des débats équitables, par des décisions impartiales. Il n'existe pas de société démocratique sans justice, sans que les droits de la défense soient garantis intégralement et sans concession faite aux injonctions de la société numérique. Le temps de la justice n'est pas celui de la clameur et de l'émotion. La justice se rend dans les tribunaux, qui garantissent à chacune et à chacun les droits les plus fondamentaux. Elle est le fondement de notre État de droit, qui, comme vos activités respectives en témoignent, permet de réguler les penchants naturels de la puissance publique ou privée, à s'étendre bien au-delà d'elle-même. Le diplôme que je vous remettrai dans quelques instants vient également mettre en lumière une relation singulière à la mémoire, au passé et à l'histoire. Vos travaux et vos parcours manifestent cette belle idée que nos racines sont nos ailes, que la connaissance du passé n'a de sens véritable que si nous savons la mettre au profit des combats d'aujourd'hui et des défis de demain. L'être humain est ancré, enraciné dans des histoires singulières et incomparables, tout comme il est le morceau d'une histoire commune, nous rappelant ces vers magnifiques de John Donne. Aucun homme n'est une île, un tout complet en soi. Tout homme est un fragment du continent, une partie de l'ensemble. C'est en mesurant ce balancement et cette réalité que vous avez touché tous deux à une question essentielle, qu'il vous a fallu réaliser dans vos métiers d'universitaire, de juge ou d'avocat. Comment mobiliser les acquis de l'expérience et du passé, les traces individuelles ou collectives de notre histoire pour faire progresser nos libertés et les garantir contre les formes d'asservissement et de menaces qui, de nouveau, et sous nos yeux, s'arriment aux fantômes du passé. Tels ces crimes contre l'humanité qui semblent ressurgir des ténèbres en Chine ou en Ukraine, malgré Primo Levi ou Hannah Arendt, malgré Nuremberg ou Arusha. Vous vous trouvez à Lyon ce soir, dans la ville où un crime de cette nature fut jugé pour la première fois par une cour d'assises à l'occasion du procès de Klaus Barbie en 1987. C'était il y a 35 ans. Nous avons formé sur ces bancs certains des avocats qui ont plaidé lors de ce procès. Nous savons à Lyon la signification d'une telle incrimination et du soin infini qu'il faudra aux juges et aux avocats, désormais confrontés au sursaut de l'histoire, en Ukraine ou ailleurs, pour veiller à ce que son application soit ferme, juste et précise, sans l'affaiblir et sans la banaliser. Votre doctorat honoris causa, remis ce soir, a aussi la couleur de l'Europe. En tant qu'Européen convaincu, professeur de droit européen, j'y suis naturellement et particulièrement sensible. Et c'est à vous, en Européen, que vous êtes et que vous demeurez, que je souhaite m'adresser. La guerre est en Europe. Les images presque anachroniques des colonnes de réfugiés ukrainiens réduits à l'exode par les bombardements ont défilé sous le regard interdit d'une Union européenne qui pensait avoir garanti la paix par la prospérité, d'avoir réussi à substituer à la volonté du plus fort la force du droit. Après la chute du mur de Berlin, on a cru à la fin de l'histoire, à l'avènement universel d'une démocratie libérale sans frontières. La Pologne, la Hongrie, le Royaume-Uni, la Suède et l'Italie, peut-être demain, nous disent au contraire. L'Europe n'a pas empêché la montée des nationalismes, des extrémismes et la défiance européenne. Le marché ne suffit pas à faire société, et rien ne peut se faire sans l'adhésion des peuples. Alors, comment, en ce lieu, devant vous, étudiants, enseignants, chercheurs, ne pas penser ici à l'Europe du savoir, telle que voulue dans la déclaration de Bologne de 1999, près de 1000 ans après la naissance de l'université. Europe du savoir qui aurait dû être le cœur battant de la construction de l'édifice européen. Nous devons renouer avec cette ambition européenne, la seule qui, à notre échelle, permette le renforcement irréversible des liens entre les peuples, leur accomplissement, leur émancipation par l'apprentissage, le savoir, la recherche scientifique et la transmission de valeurs et de normes partagées. La communauté universitaire a un défi à relever, celle de nous aider, d'aider l'Europe à sortir de son paradigme technocratique et construire une Europe des gens, comme on l'écrivait dans le langage juridique du XVIIIe siècle. Fondée sur des réseaux à l'échelle humaine
capable de générer une sociabilité et une culture partagée, une fertilisation des consciences autour d'un socle de principes qui, par capillarité, deviendront des évidences et fortifieront notre réponse au retour de la guerre et du nationalisme. L'Europe des étudiants et des universités, l'Europe des droits humains et de la liberté, l'Europe de Johannes Masing et de Philippe Sands est une réponse, est une évidence pour faire rebattre à nouveau, comme Romain Gary l'écrivait dans Éducation européenne, le pouls de la liberté, ce battement souterrain et secret qui montait de plus en plus fort de tous les coins de l'Europe. C'est fort de cette conscience commune et partagée que nous pourrons affronter collectivement et solidairement l'immense défi de la transition écologique qui se présente à nous et qui conditionne tous les autres. La paix, la liberté et la justice sociale. En vous donnant le titre de docteur honoris causa de l'université Jean Moulin, nous avons voulu inscrire à notre tableau d'honneur 2 personnalités, 2 parcours, 2 engagements qui font écho à l'idée que nous nous faisons ici à l'université des droits humains, de l'Europe et de l'émancipation de l'individu. Cher Johannes Masing, cher Philippe Sands, je vous adresse au nom de notre communauté des vœux chaleureux de bienvenue à l'université Lyon-Jean Moulin. Cette maison est désormais la vôtre. Je vous remercie. La parole est désormais à la professeure Frédérique Ferrand pour une présentation de Johannes Masing. Mesdames et messieurs, les hautes autorités civiles et militaires, monsieur le recteur, monsieur le président, messieurs les doyens, chers collègues, chers étudiants, mesdames et messieurs, c'est un Européen convaincu, un francophile, que l'université Jean Moulin Lyon 3 a décidé d'honorer ce soir par la remise du titre de docteur honoris causa. C'est aussi un grand spécialiste de droit constitutionnel élu par le Parlement allemand, juge de la plus prestigieuse juridiction allemande, la Cour constitutionnelle fédérale de Karlsruhe, que va cette distinction. C'est un juriste intéressé par la philosophie et aussi un pianiste d'excellent niveau, puisqu'il a fait 7 ans d'études de musique en parallèle d'un cursus juridique, lequel a sans doute été moins poétique et moins artistique. C'est donc ce philosophe, juriste, pianiste qui est salué aujourd'hui. Un homme cultivé, ouvert au dialogue des cultures et plus précisément au dialogue franco-allemand. Un homme engagé dans son siècle et porté par des convictions humanistes profondes. Mais reprenons par le début. Cher professeur Johannes Masing, après avoir obtenu votre Abitur, baccalauréat à Hambourg, vos pas vous ont attiré déjà vers la France. Vous êtes en effet venu étudier le français à Grenoble et y avez obtenu un diplôme d'études françaises. Vous avez conservé des liens très étroits avec la famille Lefebvre qui vous a hébergé à l'époque. Je salue d'ailleurs la présence ce soir de Brigitte Lefebvre, venue partager ce moment important avec vous. Vous avez ensuite entrepris de longues études de piano à Fribourg, puis à Stuttgart, et même enseigné pendant 2 ans au conservatoire de Fribourg. En parallèle, parce que vous n'étiez pas suffisamment occupé, vous avez poursuivi des études juridiques à Fribourg-en-Brisgau également, et comme votre soif d'ouverture n'était pas encore comblée, vous avez enrichi ce parcours d'une formation universitaire en philosophie. Très vite, vos professeurs de droit ont su pressentir en vous le grand juriste que vous êtes aujourd'hui. Assistant auprès du professeur Böckenförde à l'université de Fribourg, et oui, en Allemagne, les professeurs ont des assistants attachés à leur chaire, rêvons un instant. Vous avez suivi celui-ci lorsqu'il fut nommé à la Cour constitutionnelle fédérale en 1992, et vous avez alors occupé les fonctions de collaborateur scientifique du juge Böckenförde de 1992 à 1996. Cette activité ne vous a pas empêché de soutenir votre thèse en juillet 1996 sur le thème de la mobilisation du citoyen pour la réalisation du droit,
suivi dans la foulée, dès 1997, de la Habil-Schrift, c'est-à-dire la grosse thèse, travail consacré aux commissions d'enquête parlementaire à l'égard des personnes privées, qui vous a permis d'obtenir le droit d'ancienneté, ce qu'on appelle en latin la venia legendi, c'est encore le terme employé en Allemagne, pour le droit constitutionnel, le droit administratif, le droit européen et l'histoire constitutionnelle. Votre premier poste, le vrai poste, et pas la représentation, fut à l'université d'Augsbourg en Bavière, dès fin 1997, où vous avez dirigé l'Institut de droit de l'environnement. Et c'est là que nous avons fait connaissance, il y a environ 25 ans. En 2007, vous avez été nommé professeur à votre université d'origine, Fribourg-en-Brisgau. On dit que Fribourg est la ville allemande la plus ensoleillée. Et on comprend dès lors que vous n'ayez pas hésité à quitter les frimas bavarois pour un peu plus de chaleur et un retour aux sources dans une ville particulièrement sympathique, écologique et dynamique. Mais pas pour longtemps. Pas pour longtemps parce que dès 2008, vous étiez élu par le Bundesrat, la Chambre des Länder du Parlement allemand, juge constitutionnel au sein de la Cour constitutionnelle fédérale, haute juridiction allemande de Karlsruhe, qui occupe, vous le savez tous, une place centrale dans la vie politique et juridique du pays. Tant votre mandat de juge constitutionnel que votre statut de professeur ont été et sont portés par vos convictions humanistes, votre défense des droits fondamentaux et votre ouverture d'esprit. Commençons par votre activité intense comme juge constitutionnel pendant ce mandat de juge de 12 ans, aujourd'hui terminé, pour ensuite parler du professeur que vous n'avez jamais cessé d'être. Le mandat de juge constitutionnel non renouvelable en Allemagne est donc de 12 ans. Vous l'avez exercé de 2008 à 2020, un office exigeant au sein de la première chambre de la Cour constitutionnelle fédérale. Je le dis tout de suite, non pas celle qui a rendu l'arrêt du 5 mai 2020 sur le PSPP, le programme PSPP de la Banque centrale européenne, et qui a affirmé le caractère ultra-vires de la solution de l'arrêt Weiss de la Cour de justice et des décisions de la BCE. Pas cette chambre-là. Pas du tout. Il y avait deux chambres avec des positions assez différentes à l'époque, et je ne sais pas si c'est encore le cas, mais nous aurons l'occasion de nous en entretenir. Au sein de la première chambre, vous étiez plus spécifiquement en charge des affaires concernant la liberté d'expression, la liberté de réunion, le droit des médias, les droits de la personnalité et la protection des données. Vous avez rapporté sur des questions essentielles, très complexes, très actuelles également, qui se posent également en France d'ailleurs. Et vous avez contribué à une jurisprudence particulièrement protectrice des droits fondamentaux, protection qui vous tient beaucoup à cœur. Vous avez toujours refusé de céder au tout-sécurité, on en a souvent parlé, au détriment de la protection de ces droits fondamentaux que la République fédérale d'Allemagne, lorsqu'elle est née en 1949, a mis en première partie de sa loi fondamentale pour en souligner la prééminence. Donnons quelques exemples des arrêts qui, loin d'épuiser votre apport à la jurisprudence récente de la Cour de Karlsruhe, ont néanmoins illustré vos rapports et vos interventions. Je sais que les solutions consacrées dans ces décisions vous sont particulièrement chères. Et je voudrais d'abord évoquer un arrêt du 19 mai 2020 relatif au fameux Bundesnachrichtendienst, le service allemand de renseignement extérieur, dans lequel la Chambre de la Cour constitutionnelle, dans laquelle vous étiez, a considéré qu'il convenait d'étendre l'application des droits fondamentaux de la Constitution allemande à l'activité des autorités allemandes hors du territoire national, ce qui ne correspond pas à la doctrine de tous les États, notamment pas à la doctrine des États-Unis. Les droits fondamentaux, autrement dit, n'ont pas de frontières pour les autorités allemandes. Je souhaiterais également citer un autre arrêt qui me paraît particulièrement important, c'est le fameux arrêt concernant la chaîne ZDF, une chaîne allemande de télévision, arrêt du 25 mars 2014, où vous avez souhaité renforcer l'indépendance politique des organes publics de radio et télédiffusion à l'heure où l'on sait que, comme l'a évoqué d'ailleurs notre président, le pluralisme des médias est menacé, attaqué, voire miné dans certains États membres, notamment la Hongrie. Et dans cette décision très importante, votre Chambre a affirmé que, conformément à l'article 5 de la Constitution, qui énonce que la liberté de la presse et la liberté d'informer par la radio, la télévision et le cinéma sont garanties, a donc cette Chambre a décidé que la composition des organes de surveillance de radio
diffusion de services publics doit être conforme à l'exigence de diversité, c'est-à-dire qu'il convient d'intégrer des personnes aux perspectives et aux expériences les plus diverses dans ces conseils de surveillance. En conséquence, l'influence des membres de l'État et des organismes proches de l'État doit être systématiquement limitée à 1/3 des membres de ces conseils de surveillance, une décision précieuse pour l'indépendance des médias et l'indépendance de l'information de chacune d'entre nous. D'autres arrêts rendus sur votre rapport veillent également à limiter les atteintes aux libertés par des lois prévoyant pour des motifs de sécurité des mesures telles que la conservation des données ou la géolocalisation. Et puis, pour terminer ce petit panorama de votre activité comme juge constitutionnel, je voudrais aborder les 2 décisions dont je crois vous êtes particulièrement fiers, et nous aussi d'ailleurs d'une certaine façon. Les 2 décisions du 6 novembre 2019 qui s'appellent Droit à l'oubli, Recht auf Vergessen, 1 et 2, rendues toutes les 2 le même jour, où vous avez contribué à la clarification, je crois, assez novatrice et décisive en Allemagne des rapports entre les différentes strates de droits fondamentaux, notamment la Charte des droits fondamentaux de l'Union et la Constitution allemande. La position qui a été adoptée par la Cour de Karlsruhe est, me semble-t-il, très équilibrée. Elle consiste à dire qu'il faut lier étroitement ces différentes strates de droits fondamentaux, mais sans les fusionner pour autant, pour soumettre à une interprétation unique qui serait celle de la Cour de justice. La prémisse qui est posée dans ces décisions, c'est que chaque État membre a le droit d'avoir ses droits fondamentaux spécifiques, et les 2 décisions précisent que là où le droit spécial de l'Union requiert une uniformisation complète, eh bien, les droits fondamentaux allemands ne trouveront pas à s'appliquer, et les droits de l'Union fondamentaux de l'Union, donc la Charte, doivent être la référence, telle qu'uniformisée par l'interprétation de la Cour de justice. Ce sont des arrêts fondateurs, puisque la Cour de Karlsruhe accepte d'appliquer directement les droits fondamentaux de l'Union et de se soumettre à leur interprétation par la Cour de justice. Elle applique directement ces droits fondamentaux pour éviter toute lacune dans la protection juridictionnelle effective ultime qu'elle accorde et qu'elle assure. Ainsi, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, sous votre impulsion décisive, a assumé sa responsabilité d'intégration pour l'édification d'une Europe unie. En revanche, bien sûr, si ce droit de l'Union n'est pas uniformisé dans tel ou tel secteur, eh bien, la Cour de Karlsruhe réserve son contrôle à l'aune des droits fondamentaux allemands, même si les droits de l'Union fondamentaux s'appliquent parallèlement. Ces décisions s'inscrivent dans une volonté de coopération constructive avec la Cour de justice, tout en gardant, bien sûr, un certain esprit critique. À l'issue de vos fonctions de juge constitutionnel, vous avez d'ailleurs obtenu des hautes distinctions allemandes à la Grande Croix du Mérite avec étoile et épaulette, dit-on en Allemagne. Depuis 2020, vous avez repris votre activité de professeur à l'Université de Fribourg en Brisgau, et c'est le moment d'aborder Johannes Masing, le professeur. Vos nombreux travaux scientifiques portent sur le droit constitutionnel, notamment dans une perspective transnationale. Parmi vos diverses monographies, je ne peux pas toutes les citer, j'aimerais citer quand même le fameux Handbuch des Verfassungsrecht, dont j'ai un exemplaire particulièrement précieux, n'est-ce pas, de 2021, c'est-à-dire le volume sur un commentaire du droit constitutionnel dans une perspective transnationale, dont j'ajoute qu'il y aura une version anglaise en 2023, ce qui permettra d'étoffer, d'étendre, et c'est heureux, la diffusion à un public beaucoup plus large. De très nombreux articles en langue allemande, bien sûr, mais anglaise, espagnole, française et polonaise, abordent de divers thèmes de droit public, national, étranger, comparé, ainsi bien sûr que de droit européen. Et plusieurs de vos écrits sont consacrés à l'unité et la diversité de la protection des droits fondamentaux en Europe. Vous aviez d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, présenté une conférence à Lyon il y a quelques années sur cette question des différentes strates de droits fondamentaux. Ces réflexions sur les rapports du système, sur les différentes strates de droits fondamentaux dont je viens de parler, ont contribué à forger votre vision que vous avez pu convaincre la Cour constitutionnelle fédérale d'adopter dans divers dossiers sur lesquels vous avez rapporté, comme je l'ai évoqué précédemment.
Actuellement, vous êtes encore en lien sur le plan de la recherche avec notre université, puisque vous travaillez à un projet de handbook consacré à Freedom of Expression avec un de nos collègues de la faculté de philosophie, Charles Girard. Autrement dit, vous êtes pleinement intégré dans les activités tant d'enseignement que de recherche de notre université. Ouvert sur l'ailleurs, vous avez également été academic scholar à l'Université de Michigan Law School et puis professeur invité dans de nombreuses universités, Paris 1, Paris 2, Pennsylvania Law School et bien sûr Cracovie aussi que j'ai oublié et bien sûr notre université Jean Moulin Lyon 3 à de multiples reprises car vous êtes francophile et c'est ce dernier point que je souhaiterais développer maintenant. Vous avez en effet fait la maxime de votre compatriote Goethe qui dit « Celui qui ne connaît pas les langues étrangères ne connaît rien à sa propre langue ». Non seulement vous parlez un excellent français, nous allons le voir dans quelques instants, le public va le constater, mais vous vous intéressez également considérablement au droit français et avez été membre fondateur avec votre et notre collègue Olivier Jouanjean du Cercle franco-allemand pour le droit public créé en 2001. Vous avez même obtenu un très prestigieux prix, le prix Gay-Lussac-Humboldt en 2008, qui honore des chercheurs d'excellence contribuant au renforcement des liens de coopération entre l'Allemagne et la France. Engagé dans cette coopération franco-allemande, vous dirigez à l'Université de Fribourg, d'ailleurs, l'école de droit français, qui est rattachée à votre institut de droit public et dans laquelle interviennent des collègues français. J'ai ainsi eu à plusieurs reprises le plaisir de présenter un séminaire sur la justice civile face à des étudiants, j'insiste, d'un excellent niveau de langue et de droit, motivés, participatifs, intéressés par la culture juridique française. Il est vrai que la position géographique de Fribourg, juste en face de Colmar, donc de l'Alsace, en fait un terreau particulièrement favorable pour les formations en lien avec la France. Vous proposez en outre, d'ailleurs, dans le cadre du collège doctoral franco-allemand Jus Publicum, qui rassemble les universités de Paris 1, Strasbourg, Fribourg et Spire, un encadrement de doctorants souhaitant réaliser des recherches en droit public comparé franco-allemand. Enfin, vous témoignez depuis de nombreuses années votre fidélité à notre Institut de droit comparé Édouard Lambert en venant régulièrement y enseigner le droit constitutionnel allemand en qualité de professeur invité, ce qui réjouit nos étudiants. Cher Johannes, ce soir est l'occasion rêvée d'abord de te dire merci pour ton fidèle engagement au sein de notre faculté de droit et de son institut de droit comparé. Je l'ai déjà dit, tes cours de droit constitutionnel dans le cadre du diplôme universitaire de droit allemand forment des émules et qui ensuite rédigent des thèses en droit comparé franco-allemand. Je pense à Thomas Hormann qui est devenu professeur agrégé de droit public. Je pense également à Johann Villain qui travaille maintenant à l'université Humboldt de Berlin et qui nous rappelait lors du centenaire de l'Institut de droit comparé Édouard Lambert en octobre dernier combien tu avais été décisif dans son parcours. Tu l'avais incité à me solliciter pour que je l'envoie véritablement à Berlin alors qu'il devait aller à Augsbourg. Donc je l'ai envoyé à Berlin. Et puis il nous a dit que tu l'avais impliqué dans un projet de recherche sur les autorités de régulation françaises et allemandes. De te dire merci également pour cette longue amitié précieuse qui est la nôtre depuis environ 25 ans, quel que soit l'intervalle entre nos rencontres. Il paraît que c'est à cela que l'on reconnaît la véritable amitié. Les amis, lorsqu'ils se retrouvent, reprennent la conversation là où ils l'avaient laissée, de façon animée, comme le sont nos échanges d'ailleurs, que ce soit sur la dernière jurisprudence de la Cour de Karlsruhe, la laïcité, nous n'avons pas toujours la même vision, ou encore sur les situations de nos pays respectifs et du monde. Comme l'a écrit Tahar Ben-Jelloun, le temps est le meilleur bâtisseur de l'amitié. Il est aussi son témoin et sa conscience. Les chemins se séparent, puis se croisent. Alors, cher Johannes, pour conclure, félicitations au grand académique, au constitutionnaliste qui a su faire jurisprudence de ses convictions, et à l'ami. Je vous remercie.
Alors, les insignes de doctorat honoris causa vont être remis par le président Carpano et le recteur Olivier Dugrip, chancelier des universités, à Johannes Meising. C'est ça, sauf si je me trompe. Alors peut-être pour qu'on m'entende bien, Monsieur le professeur Johannes Meising, en vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés, nous avons l'honneur de vous décerner le titre de docteur honoris causa de l'université Jean Moulin, en raison des services éminents que vous avez rendus à la France et à l'université. Merci. Merci beaucoup. Je suis vraiment touché. Merci pour ce très bel éloge.
Évidemment, je sais qu'il faudrait mettre beaucoup d'eau dans le vin, mais je serais bête de ne pas m'en réjouir. Merci beaucoup pour cette cérémonie festive. Merci surtout sur cette distinction. Mesdames et messieurs les autorités civiles et militaires, monsieur le recteur, monsieur le président, messieurs les doyens, chers collègues, chers étudiants, mesdames et messieurs, l'attribution du titre d'honneur de docteur honoris causa par l'Université de Lyon 3, Jean Moulin, m'émeut profondément. Car en tant que distinction d'une université française, et précisément de cette université, elle honore une partie de mes préoccupations scientifiques qui me tiennent particulièrement à cœur. Les échanges avec la France et les juristes français. Pour moi, cet échange est un enrichissement important qui élargit fondamentalement la compréhension de ce qui est et doit être la Constitution. Il crée une distance par rapport à de nombreuses évidences nationales apparentes et je crois qu'il influence mes positions en matière de droit constitutionnel peut-être plus que je ne le réalise. En même temps, je comprends cet échange comme une ouverture vers l'Europe. Et nous en avons besoin plus que jamais aujourd'hui. Une compréhension mutuelle fondée sur la sympathie, une compréhension notamment de nos différences, me semble être une base élémentaire pour la cohésion européenne. Seule une telle compréhension permet une critique constructive et une évolution mutuellement bénéfique. Et nous aurons un besoin urgent de cohésion et de développement pour pouvoir préserver notre ordre en tant qu'État de droit démocratique. Et, comme il faut le dire aujourd'hui malheureusement, pour pouvoir le défendre. La réussite d'un tel échange n'est pas seulement une question de connaissances abstraites, mais a toujours une dimension personnelle. Cette distinction me touche donc aussi parce qu'elle rend hommage à une partie de mon parcours de vie privée qui s'est profondément incrustée dans ma personnalité et qui évoque des grandes expériences. Elle s'enracine tout d'abord dans les relations personnelles. J'ai eu la grande chance de rencontrer des personnes merveilleuses. Tout a commencé avec Brigitte et Dominique Lefebvre, qui m'ont accueilli dans leur maison à Murionette, pas très loin d'ici. D'abord comme élève pendant ma vacances d'été, puis comme étudiant pendant 6 mois. Le français n'était pas une matière scolaire pour moi. Je l'ai appris chez eux. De ce séjour est née une amitié qui a accompagné toutes les étapes importantes de ma vie. Chère Brigitte, je suis heureux que tu sois là aujourd'hui encore. Merci, merci pour tout infiniment. Mais je voudrais aussi remercier Madame la professeure Frédérique Ferrand. Cher Frédéric, c'est toi, je dis toi, même dans ce cadre, qui m'a ouvert la voie vers cette université stimulante et vers cette ville fantastique à laquelle je me suis plus en plus attaché, sans me rendre compte au début. Ce n'est qu'avec le recul que l'on se rend compte parfois que les petits événements ont été les grands. Dans un esprit européen, tu as fondé ici une école de droit allemand. Lorsque j'ai enseigné pour la première fois ici, le niveau des étudiants, encore très jeunes, m'a semblé plutôt faible. Et
Je n'étais pas sûr de l'utilité de ces cours. Mais plus tard, j'ai retrouvé plusieurs de ces étudiants à Berlin, à Paris, où ils sont devenus des scientifiques, ou des académiques, les fonctionnaires accomplis et compétents. Aujourd'hui, quelques-uns d'eux, parmi eux, jouent un rôle important dans les relations franco-allemandes. Je me suis donc rendu compte de la grande importance de telles initiatives, spécialement au début des études. Et j'ai même repris l'idée et créé à mon tour une école de droit français à Fribourg. L'école de droit allemand d'ici, c'était le modèle. Donc, un beau fruit de l'échange. J'associe également mes séjours à Lyon à des échanges scientifiques stimulants avec des collègues de différents pays du monde. Dans le cadre d'invitations à des repas d'abord, Madame Ferrand m'a mis en contact avec des personnes très intéressantes. D'ailleurs, on voit que ces invitations sont tout à fait importantes. Désormais, je suis également lié à cette université, ça a été déjà mentionné, par un beau projet scientifique, à savoir en participant à un manuel de Cambridge sur la liberté d'expression qui est publié ici. Cher Frédéric, par tout cela, nous sommes désormais liés par une étroite amitié collégiale. Je n'oublie pas que tu as même pu arranger que nos enfants puissent aller dans une bonne école française pendant mon séjour sabbatique à Paris. Là aussi, une contribution à l'échange transnational, n'est-ce pas? Donc, merci beaucoup pour cette amitié. Pour fin, il me faut ajouter 3 noms pour me remercier. Je suis toujours reconnaissant, entre autres, à mes collègues Olivier Jouan-Jean, Olivier Beau et Pascal Gonneau. C'est avec eux que j'ai pu former un cercle scientifique ou académique qui donne forme et souffle à l'échange franco-allemand en droit public. En tant que pilier de mes ponts vers la France en dehors de Lyon, ils doivent au moins être mentionnés ici. Je suis très content qu'ils ont été déjà mentionnés par toi. Mesdames et messieurs, ma brève allocution ne doit pas se limiter à des remerciements. Je voudrais au moins ajouter brièvement une réflexion de fond, à savoir sur la nécessité d'un échange transnational en droit, en particulier en droit constitutionnel. Je crois qu'aucune discipline académique n'est aussi limitée au niveau national que le droit constitutionnel. Dans tous les pays, nous, les constitutionnalistes, nous nous intéressons surtout à notre propre constitution, à son interprétation, à sa compréhension, à sa pratique. Laissons le regard sur les autres ordres juridiques souvent au comparatisme un peu à côté. Pourtant, nous supposons que nos systèmes constitutionnels reposent sur les mêmes conceptions de la légitimité et que nous avons des concepts communs avec les droits de l'homme et les discours sur la démocratie et l'état de droit. En réalité, il y a un monde entre les conceptions si on les regarde de plus près. Et il y a une grande ignorance à ce sujet. En réalité, déjà dans mes échanges avec la France, je suis toujours étonné de voir à quel point les conceptions fondamentales de la Constitution et de la société sont différentes. Cela ne concerne pas seulement, comme on le sait déjà, le rapport à la religion, la laïcité, l'absence de concept de service public en Allemagne ou de fédéralisme en France, mais aussi la question du rôle du Parlement, de la signification de l'égalité des élections, de la manière d'intégrer les droits fondamentaux européens dans son propre ordre, de la manière de conceptualiser les droits fondamentaux en général, de la protection contre la discrimination, de ce que les autorités de sécurité ont le droit de faire et où se situent leurs limites,
de ce qui est une autorité administrative et dans quelle mesure elle peut ou elle doit être indépendante, de ce que signifie la protection juridique et, plus générale, de ce qui relève des juges et de la politique. Il n'est pas rare que l'on fasse des déclarations absolues dans nos discussions internes qui ne sont valables qu'à la frontière. De plus, les débats juridiques sont incrustés à des cultures académiques et universitaires qui sont assez différentes, ayant d'autres conceptions, d'autres sujets, d'autres méthodes et des niveaux d'abstraction différents. Par conséquent, le droit constitutionnel est donc enseigné assez différemment. Nous donc devons ouvrir davantage notre discipline et parvenir à un dialogue transnational plus large et approfondi. Celui-ci ne peut pas avoir pour objectif d'aplanir ces différences. L'Europe vit de la diversité fédérale, mais il faut mieux nous connaître et nous comprendre les uns les autres. Heureusement, nous ne sommes pas dans une situation de détresse à cet égard. Mais nous avons un point de départ même très favorable, notamment pour un échange franco-allemand. La tradition des relations franco-allemandes est un fondement, ou sont un fondement très solide. C'est toujours à l'épreuve, mais encore plus certes, c'est un fondement solide. En droit, les études transnationales se répandent. Il existe un cercle croissant de constitutionnalistes qui s'intéressent à l'autre pays et les comprennent. Et dans cette université particulièrement, pas le président. Ce qui est essentiel surtout, c'est que cet échange soit empreint d'un esprit de communauté. Bien sûr, nous avons un esprit commun. Nous avons la même compréhension de l'homme. C'est à cela que nous pouvons nous raccrocher et c'est par cela que nous devrions essayer de progresser. Mais il s'agit d'étayer et de consolider cet esprit par une compréhension plus différenciée. Pour cela, nous devons apprendre à mieux situer nos concepts juridiques par rapport aux autres et à prendre ainsi plus de distance par rapport à nous-mêmes. Pourtant, c'est difficile. Je publie avec d'autres collègues le Handbook qui a été déjà mentionné. Donc, c'est un manuel de droit constitutionnel qui a pour objectif de présenter le droit allemand de manière transnationale, d'expliquer ce que nous comprenons par certaines notions de ce que nous discutons. Avec un certain nombre d'auteurs, nous voulions essayer de présenter notre propre droit et sa discussion de manière à ce qu'il soit compréhensible pour les juristes étrangers. Comme je dois l'avouer, nous y sommes parvenus que de manière limitée. Une telle perspective est un grand défi. Mais c'est un premier pas et nous devons continuer dans cette direction. Cela concerne notamment la mise en place des projets de recherche en général. Pour le droit constitutionnel, par exemple, il me semble fructueux de se réunir en petits groupes de travail, bi-trinationaux, de quelques personnes seulement, pas plus de 8, pour vraiment pouvoir s'échanger. Et de s'échanger régulièrement et intensivement sur une longue période, en présence bien sûr. Il serait bien, évidemment, de fournir des moyens pour ces sortes de projets. Et en plus, il faut élargir la connaissance des langues. Pas seulement l'anglais, qui est indispensable bien sûr, mais également d'une deuxième langue. Il est intéressant désormais que les tribunaux, surtout les cours constitutionnelles, elles aussi entretiennent de tels échanges entre elles. La Cour constitutionnelle fédérale allemande a son propre comité de protocole au sein duquel les contacts avec d'autres cours sont planifiés à long terme. Donc la Cour est en contact aussi avec des cours européennes, aussi que des cours constitutionnelles nationales, et ponctuellement,
même avec du coup des pays lointains comme le Canada, le Chili ou l'Afrique du Sud. Nous avons donc bien sûr également rencontré le Conseil constitutionnel français à plusieurs reprises pour nous présenter nos méthodes et le travail de nos décisions. Ce n'était pas rare que nous soyons très étonnés pendant ces rencontres. Mais là aussi, l'échange a toujours été porté par un intérêt mutuel et une compréhension commune des problèmes. J'ai même eu l'impression que de tels échanges se répercutaient parfois un peu sur la pratique décisionnelle, au moins sur la compréhension que les tribunaux avaient d'eux-mêmes. En tout cas, il a été important de constater que l'esprit d'indépendance juridique et de la recherche des solutions à partir de l'idée du droit, et aussi en tant que limite du pouvoir et des majorités politiques, est un point commun qui unit les cours. Même si nous avons perdu la Pologne et la Hongrie entre-temps, ce qui est dramatique, je trouve. Il faut préserver cet esprit commun, cet esprit de liberté, d'égalité et de solidarité. Nous devons le consolider dans l'échange. Mesdames et messieurs, le modèle de liberté de notre ordre et avec lui l'idée européenne sont en danger. La pression extérieure augmente de plus en plus, comme le montrent la Turquie, la Chine et de nombreux États du Proche-Orient et de l'Afrique qui prennent de l'assurance. Mais surtout, la Russie qui, avec sa guerre contre l'Ukraine, mène explicitement une guerre contre nos idées de droit. La pression augmente également de l'intérieur, comme le montrent les gouvernements autoritaires en Pologne et en Hongrie, mais aussi en partie les courants politiques de nos propres systèmes juridiques. Pour faire face à de telles pressions, nous avons besoin d'une compréhension meilleure et plus nuancée de nos fondements constitutionnels, dans l'esprit de la liberté, de l'égalité et de la solidarité. En accordant le titre de docteur honoris causa à un constitutionnaliste étranger, l'Université de Lyon, Jean Moulin, renforce cet esprit. J'en suis très honoré et je prendrai cet hommage comme devoir. Merci. Merci beaucoup. Merci, cher Johannes Meising. Je passe la parole maintenant à Madame la professeure Mathilde Philippe-Gay qui va nous présenter Philippe Sands. Mesdames et messieurs, en vos noms et qualités, chers membres de la communauté universitaire, chers amis, cher Philippe Sands, vous dites qu'un avocat est un raconteur d'histoire. Vous dites aussi que, durant votre carrière, vous avez appris qu'il ne fallait jamais dire à un juge « Tenez, voilà la solution ». Pour vous, il faut toujours les laisser la découvrir eux-mêmes. Et dans vos cours, dans vos plaidoiries, dans vos romans à suspense, dans vos podcasts, désormais dans votre performance à Avignon. Et juste une petite parenthèse, faire une performance sur le droit à Avignon, c'est en soi une performance. Dans toute votre action, eh bien, vous appliquez toujours la même méthode, enquêter de manière rigoureuse, établir une chronologie, puis donner les faits objectifs. Et ensuite, vous faites appel à l'intelligence de vos lecteurs pour découvrir la solution. Soyons honnêtes, cher Philippe, je pense quand même que vous le faites de manière tellement subtile que
vous emmenez votre lecteur ou votre auditeur exactement là où vous aviez décidé de le conduire. Il faut dire que pour présenter les choses, vous avez eu un très bon maître, en la personne de John Le Carré, votre voisin, celui qui précisément détestait les avocats, sauf vous, et qui vous a donné quelques techniques pour tenir le lecteur en haleine. Moi, je vous soupçonne d'avoir déjà eu un don naturel pour présenter justement les histoires et les récits. Et on sent que pour raconter ces histoires, vous êtes très entouré par votre famille, qu'à vos côtés, il y a votre femme et vos enfants. Et je dis bien à vos côtés, car tout ce petit monde vous aide, on le sent bien. Votre fille, qui va avec vous, en altitude, en pleine montagne, refaire un trajet éprouvant, celui du dirigeant nazi Wächter, qui en fait fuyait la justice par les montagnes pour aller jusqu'à Rome, eh bien vous l'avez refait avec votre fille et on sent qu'elle vous a porté dans ce parcours-là. Il y a aussi votre épouse qui n'hésite pas à inviter des collègues pour éclairer l'une de vos enquêtes ou même, je pense que je vais le dire, à menacer de divorcer à très bon escient, ce qui est quand même c'est vraiment l'arme rhétorique ultime dans un couple solide. Je crois que vous voyez très bien à quoi je fais allusion, mais je vais peut-être le préciser. En octobre 1998, vous avez été contacté par les avocats d'Augusto Pinochet, vraisemblablement pour assurer sa défense après qu'il ait été arrêté à Londres. Or, vous respectez les règles des avocats, du barreau d'Angleterre et du Pays de Galles auquel vous êtes inscrit en particulier, et vous vous faites un honneur de ne refuser aucun client, ce qui vous a conduit d'ailleurs, vous, l'avocat qui incarne la défense des droits fondamentaux, à défendre parfois ou à conseiller des personnalités mises en cause pour des crimes internationaux. Mais c'est exactement ça, un avocat également, sauf une fois. Donc c'est lorsque votre femme vous a expliqué que si vous acceptiez de défendre Augusto Pinochet, elle divorcerait. Et vous avez bien été obligé de vous plier à sa volonté, mais ce qui est admirable, c'est que vous avez réussi à le faire sans renoncer à vos principes. Vous vous êtes engagé du côté de l'accusation et vous n'avez donc pas eu à refuser la défense d'Augusto Pinochet. Elle n'était tout simplement plus possible. J'ajoute que dans les histoires que vous racontez, vous ne vous attachez pas beaucoup à décrire les émotions, mais vous en donnez beaucoup. Parce qu'avec tous les détails que vous révélez aussi les fissures. Ces fissures que l'on ne voit pas au premier abord lorsqu'on appréhende les situations de manière générale. Vous dites aussi qu'au fondement de votre œuvre, de vos actes, il y a le droit international. D'ailleurs, en France, vous êtes désormais l'une des incarnations du droit international pour les jeunes collègues professeurs de droit, depuis que, alors je ne sais pas si vous le savez, mais un extrait de votre ouvrage, Retour à Lemberg, a été l'un des sujets du dernier concours d'agrégation de droit public. Et j'ai entendu dire, de sources très très sûres, que celui qui a tiré au sort votre sujet a fini dans les 3 premiers du classement, qui est très très prestigieux dans nos facultés de droit françaises. Donc vous lui avez porté chance avec ce passage sur la définition du génocide. Mais vous sembliez avoir été prédestiné à faire du droit international pour 2 raisons. La première, c'est que vous êtes franco-britannique, bilingue, vous maîtrisez parfaitement non seulement la culture, mais aussi, entre autres, les 2 langues traditionnelles de la diplomatie internationale et de la justice internationale. Votre grand-père Léon, dont on connaît l'importance dans votre vie et dans votre action, celui qui vous appelait mon fils, celui dont l'histoire avait ses lacunes, ses fissures à nouveau, que vous vous êtes efforcé de combler, avait bien compris l'importance à la fois de cette maîtrise des 2 langues, mais aussi de la précision terminologique en droit. Et donc en 1983, lorsque vous avez été diplômé de la faculté de droit, son cadeau a été un dictionnaire juridique franco-anglais. Et surtout, vous étiez certainement prédestiné à faire du droit international en raison de votre histoire familiale, parce que la famille de votre grand-père Léon, justement, a été décimée par l'Holocauste. Et vous êtes très lucide sur l'importance qu'ont nos ascendants, leur vie, leurs blessures, dans nos choix et dans nos actions. D'ailleurs, la dernière fois que je vous ai vu à la Maison des Enfants d'Isieux, vous avez raconté une anecdote qui est très significative pour comprendre ces fissures de la personne humaine. En tant que conseil de la Gambie, ce pays africain qui a décidé de porter en justice l'affaire des violences à l'encontre de la communauté des Rohingyas en 2019, vous vous êtes trouvé dans la salle d'audience à côté de Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi, véritable symbole déchu de la lutte pour les droits fondamentaux. Et vous avez compris dans cette salle d'audience que lorsque votre équipe et vous attaquiez l'armée birmane,
eh bien elle, ce qu'elle entendait, c'est que vous attaquiez son père qui a été l'un des créateurs de l'armée birmane. Donc quand elle défendait, de manière assez paradoxale pour quelqu'un présenté comme défenseuse des droits humains, eh bien quand elle défendait l'armée birmane, en réalité c'était son père qu'elle défendait. Et cette fissure que peut créer le rapport au père est très présente dans votre œuvre. Il y a d'un côté Niklas Frank, fils d'Hans Frank, condamné à mort et pendu à Nuremberg, qui vous déclare qu'il est contre la peine de mort, sauf pour son père, et qui se promène toujours avec une photo de son père mort, photo qu'il vous a montrée pour s'assurer qu'il est bien mort. Et d'un autre côté, il y a Ernst von Wächter, qui refuse de croire à la culpabilité de son père, un autre dignitaire nazi, malgré toutes les preuves accablantes de son implication dans les crimes contre les Juifs, notamment de votre propre famille. Et il n'y a pas que le père. Les femmes aussi sont très présentes dans votre œuvre. Ces femmes, comme Lisby Élysée, l'héroïne de votre dernier livre qui vient de sortir, La dernière colonie. Et ces femmes sont contraintes, avec une violence terrible, à des époques différentes et pour des raisons différentes, de partir en n'étant autorisées à emporter qu'une seule valise. Or, justement, pour vous, il semblerait que le droit international est un moyen pour combler ces fissures sur lesquelles vous écrivez. Les failles, ce sont celles de votre histoire familiale. Et vos livres aident à comprendre cette transmission dans les familles. Notamment, comment est-ce que l'on se construit lorsque ses ascendants ont été des bourreaux? Comment est-ce qu'on se construit lorsque ses ascendants ont été victimes? Ou bien, comme Lisby Élysée, justement, le personnage de La dernière colonie, lorsqu'on attend une bonne partie de sa vie que la justice internationale répare une injustice insupportable, dont on a été victime à 25 ans et qui a déterminé toute sa vie. Pour paraphraser Ivan Bollens, que vous citez justement dans La dernière colonie, lorsque vous écrivez, les tombes s'ouvrent et les morts se lèvent. Mais votre œuvre ne se résume pas au droit international. Ce qui l'unit aussi, votre œuvre, c'est la protection des minorités. Et il y a un peu de Camus en vous. Albert Camus, qui définissait la démocratie non pas comme la loi de la majorité, mais comme la protection de la minorité. Il y a aussi, bien sûr, un peu de Lemkin dans ce que vous écrivez, l'inventeur du concept de génocide. Il racontait que lorsqu'il était enfant, on lui avait lu Quo Vadis. Et un jour, il avait demandé à sa mère, mais pourquoi est-ce que ces chrétiens jetés au lion ne font pas appel à la police? Et sa mère lui avait répondu, mais que crois-tu que la police pourrait faire? Et lui, ce qu'il expliquait, devenu adulte, c'est que le concept de génocide était justement là pour que les minorités puissent être protégées contre les tyrans, contre les criminels de masse, mais aussi contre les États prétendument démocratiques qui s'en prennent aux minorités. Par conséquent, l'ensemble de vos actes et de vos œuvres ne se résume pas au droit international. Et en fait, votre action conduit à se poser deux questions. La première question est assez classique. C'est pourquoi écrit-on? Tout auteur se pose cette question. Pourquoi est-ce que l'on écrit? Chacun se l'est posé. Et vous, on la voit dans votre œuvre, vous la posez. Il y a quelqu'un qui, à mon avis, a donné une bonne réponse à cette question. C'est Jean-Marie Leclésio, que vous citez dans La dernière colonie, parce que c'est celui qui a essayé d'attirer l'attention du président Barack Obama sur la situation des Gilles Chagos, pour lesquels vous avez plaidé et objet de votre dernier roman. Et il y a un point très important chez Leclésio, c'est qu'il explique que chez lui, ce qui l'a amené à écrire, c'est la guerre. Alors non pas la guerre comme quelque chose d'héroïque, explique-t-il. Non, la guerre des civils, celle qu'il a vécue. Celle des jeunes enfants, celle justement des civils qui ont peur, qui ont faim, qui ont froid. C'est ça sur lequel il avait décidé d'écrire. Et il y a un point, en revanche, sur lequel vous faites démentir Leclésio. Parce que pour lui, écrire, c'est refuser d'agir. Alors vous, c'est le contraire. Vous agissez et vous écrivez, ou alors vous écrivez et ensuite vous agissez par rapport à ce que vous avez écrit. Habituellement, c'est par ces articles que le professeur de droit prétend agir sur les règles juridiques applicables en montrant les incohérences, les faiblesses des règles, en formulant des propositions. Mais au fond, il y a la frustration d'être peu lu. Et vous, je crois que vous avez trouvé la solution pour justement être lu. Vous contribuez à un grand dessein, celui de faire naître la peur chez les grands criminels de masse. Cette peur d'être jugé et condamné à laquelle vous faites allusion dans chacun de vos livres. Comme vous l'écrivez dans La filière, c'est cette peur des grands criminels d'être attrapés par la justice. Bien sûr, ce n'est pas beaucoup, mais ce n'est pas rien. Et si vous croyez en la justice internationale, on ressent en revanche chez vous, peut-être que je me trompe, mais je ne crois pas, une certaine déception
à l'égard des États, ou plutôt de leurs dirigeants. Puisque ce que vous montrez bien dans la dernière colonie, c'est que la construction et l'application du droit est vraiment une affaire de personne qui vient avec son propre bagage. Que l'histoire personnelle des juges, leur identité, leurs convictions philosophiques comptent évidemment. Je sais de sources très sûres que vous avez eu l'occasion récemment d'être particulièrement déçus par les dirigeants politiques français lorsque vous avez cherché à contacter des anciens dirigeants, justement, tous et toutes, contrairement à leurs homologues étrangers, sauf Robert Badinter, ont refusé de signer l'appel à créer un tribunal spécial pour juger les responsables du crime d'agression contre l'Ukraine, dont Vladimir Poutine. Nous sommes l'un des seuls pays dont les anciens dirigeants l'ont refusé. Votre tribune a été signée par énormément de dirigeants, d'anciens dirigeants, de beaucoup de nationalités. Alors vous expliquez ce refus, paradoxalement, par cette même peur que la justice internationale provoque et dont nous avons déjà parlé. Mais j'aimerais que tous et toutes ici vous redonnent espoir sur le sujet. Sachez qu'en France, contrairement à ce que l'on peut penser, l'expérience montre que tout ne vient pas de l'échelon national. Le mouvement peut très bien venir d'une alliance entre les universitaires, les élus locaux, les barreaux. Regardez cette salle. Dans cette salle, vous avez la bâtonnière d'un barreau lyonnais engagés sur les libertés fondamentales. Ils ont un observatoire des libertés publiques qui fait son travail. Vous avez le président d'université, le doyen d'une faculté, engagé avec la chaire lyonnaise des droits de l'homme sur ces sujets. Vous avez également des élus qui représentent un maire, Grégory Doucet, qui, il y a 2 semaines encore, était à Kiev aux côtés de Volodymyr Zelensky pour lui réaffirmer son soutien. C'est de la base que partira ce mouvement et la France doit le rejoindre, je vous suis complètement là-dessus. Justement, puisque l'on évoque la défense des droits fondamentaux, la seconde question que vous nous invitez à nous poser, c'est pourquoi faire du droit? En 2 mots. Du droit, pourquoi? Pourquoi faire? Nous en avons tous conscience ici. Faire du droit, et je m'adresse aux étudiants et étudiantes en particulier, faire du droit, c'est aussi risquer de prendre 3 défauts. Lorsque la rigueur devient la rigidité. Lorsque l'attachement à l'ordre juridique entrave l'imagination. Lorsque le positivisme conduit à oublier la dimension axiologique du droit. Et cela fait partie de la responsabilité spécifique des juristes que de ne pas tomber dans ces 3 écueils, la rigidité, le manque d'imagination et surtout cette neutralité apparente qui peut excuser toutes les violations des droits fondamentaux. Je vais prendre une illustration très connue par mes collègues, et je les prie de m'en excuser. En 1940, après l'adoption du statut des Juifs par le gouvernement de Vichy, plus précisément de la loi du 3 octobre 1940, celle qui définit ce qu'est un Juif et qui commence à leur faire certaines interdictions. Eh bien, de futurs grands professeurs des facultés de droit qui ont usé de leur plume pour commenter ces textes et la jurisprudence, mais sans distance réelle. Le concept juridique sur lequel s'appuyait la nouvelle loi, le concept de race juive, est devenu une banale question de nationalité ou de domicile. Alors ces auteurs jonglaient avec les textes et les concepts antisémites dans cette neutralité apparente dont je parlais tout à l'heure, puisque sous leur plume, il n'y avait aucune hostilité manifeste envers les Juifs. Ce que vous montrez, vous, c'est que faire du droit, c'est bien sûr faire preuve de rigueur, mais aussi d'imagination, de ne pas oublier sa responsabilité particulière, et notamment celle d'être sans cesse connecté avec le réel. Or, si je reprends l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, il me semble que les juristes qui ont fait du droit à l'époque, ce sont les professeurs de droit, il y en avait de notre université, des avocats, des avocates aussi, elles ont payé de leur vie le plus souvent, qui ont immédiatement choisi de dénoncer ces textes. Et c'est cet esprit que nous essayons d'instiller à nos étudiantes et à nos étudiants, que nous espérons devenir des juristes ouverts sur le monde, qui auront acquis, au moment de leur doctorat, cet esprit que vous incarnez, cher Philippe Sands, et qui fait que c'est un véritable honneur de vous remettre ce doctorat honoris causa, ou de vous le faire remettre, parce que c'est plutôt le président et le recteur qui vont le mettre. Je voudrais juste finir par un mot personnel. Dans Retour à Lemberg, vous racontez comment, après une visite à Treblinka, où votre arrière-grand-mère, Malke, est morte, assassinée en 1942, la radio diffusait alors la chanson Anthem de Leonard Cohen. Vous parlez souvent des hasards, mais il se trouve que c'est ma chanson préférée, et il y a une phrase que je trouve particulièrement juste. Dans ce même morceau que vous avez entendu à Treblinka, la phrase c'est, alors je la dis en anglais et puis après on traduira, c'est « There's a crack in everything, that's how the light gets in ». Il y a une fissure dans tout et c'est comme ça que la lumière pénètre.
Votre œuvre et votre action dévoilent ces fissures que l'on aimerait parfois ignorer tellement elles sont profondes. Mais vous n'oubliez jamais de montrer la lumière qui transparaît à travers ces fissures. Et pour cela, je vous remercie et vous félicite chaleureusement pour l'obtention de ce nouveau diplôme. Et donc, vous vous en doutez, le titre de docteur honoris causa va être remis au professeur Philippe Santz par le président Éric Carpano et le recteur chancelier des universités Olivier Dugrip. Alors, il faut que je me mette comme ça pour parler dans le micro. Monsieur le professeur Philippe Santz, en vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés, nous avons l'honneur de vous décerner le titre de docteur honoris causa de l'université Jean Moulin, en raison des immenses services que vous avez rendus à la France et à l'université.
Mesdames et messieurs, en vos noms et qualités, chers membres de la communauté universitaire et surtout les étudiants, je suis honoré et ravi d'être avec vous aujourd'hui, dans cette belle ville, dans cette université de classe mondiale, l'université Jean Moulin, Lyon 3. Et très chère Mathilde, je vous remercie du fond de mon cœur pour les mots que vous avez parlé. Vous avez été très généreuse et j'apprécie beaucoup. Vraiment, je suis touché. Jusqu'à récemment, je ne connaissais pas trop bien cette ville de Lyon. C'était pendant plusieurs décennies pour moi, moitié français, moitié anglais, qui passait ses vacances en France, mais qui voyageait en voiture de Londres presque chaque été, un lieu de passage, du nord au sud, puis de retour. Et puis, lentement, j'ai commencé à visiter. La première fois, c'était à peu près il y a 12 ans, c'était avec ma femme, Natalia Schifrin, simplement pour passer un week-end ensemble. Et c'est là, en fait, que j'ai rencontré le curieux engagement avec la notion que dans cette ville, les règles doivent être strictement respectées. Nous avons décidé d'aller voir un film pendant l'après-midi. Ça, c'est pour moi l'une des grandes joies de la vie, disparaître, aller au cinéma à 3 heures de l'après-midi. C'était un film de Spike Lee, Inside Man. Mais, à mi-chemin de la projection, il y a eu une défaillance technique et le projecteur est tombé en panne. Les spectateurs sont partis, assurés qu'ils pourraient revenir plus tard ou le lendemain pour regarder le reste du film. Et bien sûr, nous y sommes retournés le lendemain, ayant prévu précisément de reprendre là exactement où nous nous étions arrêtés. C'était à environ 50 minutes du film. Mais non, le cinéma nous a dit, nous ne pouvons pas vous laisser entrer dans la salle à ce moment-là. Le film a commencé. Vous êtes au milieu de la projection et les règles sont très claires. Il n'y a pas d'entrée tardive. Nous avons protesté, mais en vain. Les règles étaient les règles. Nous aurions dû arriver au début, nous asseoir devant tout ce que nous avions déjà vu. On ne l'a pas fait. Au fil des années, je suis quand même revenu plusieurs fois à Lyon avec un grand plaisir. J'ai passé maintenant beaucoup de temps dans cette ville où j'ai appris à connaître, par exemple, la maison d'Isieux, pas trop loin d'ici, et le merveilleux travail qu'elle accomplit en tant que lieu de mémoire. Et j'ai eu le plaisir de participer à plusieurs événements littéraires organisés par la merveilleuse Villa Gilet. Et bien sûr, il y a 4 ans, j'ai participé à un colloque sublime dans cette université, ici, avec plein de collègues et des étudiants. Mais dans les 10 ans qui ont passé, je dois avouer que nous n'avons toujours jamais vu la seconde partie de ce film. Parce que les règles sont les règles. Mais est-ce que les règles sont vraiment les règles? Comme vous le savez, par mes écrits, j'ai un intérêt particulier pour la procédure qui s'est ouverte dans la salle 600 du tribunal de Nuremberg le 20 novembre 1945. C'est là, ce jour-là, que 2 nouveaux concepts de droit international, les crimes contre l'humanité et le génocide, ont vu le jour pour la première fois.
C'était un moment vraiment révolutionnaire. L'idée d'un monde sous la loi, l'idée que le pouvoir du souverain, du gouvernement, du président, de la reine, n'est pas absolu. Ces nouvelles idées, ainsi que les crimes contre la paix, aujourd'hui connus sous le nom de crimes d'agression, sont le fruit d'idées nées dans un environnement universitaire, dans une ville qui s'appelait Lemberg, ou Lviv aujourd'hui. Les notions de crime contre l'humanité et de génocide, la protection des individus et des groupes, étaient des idées générées non par des États, c'est le point que vous avez mentionné, très chère Mathilde, mais par simplement deux êtres humains remarquables qui ont créé des idées, Herr Schlauterpact et Raphaël Lemkin, qui étaient tous deux, à des titres divers, des professeurs d'université. Pour eux, les idées comptaient, même à ce moment dramatique, en 1942 et 1943. 75 ans plus tard, le monde est confronté, comme l'a déjà été évoqué, à des défis extraordinaires, tout comme l'Europe et les pays individuellement. Qu'il s'agisse de la guerre, du changement climatique, de la pauvreté ou d'une myriade d'autres défis, nous avons tous qui ne peuvent être relevés que dans un système de droit, de règles interprétées et appliquées. Et pourtant, cet ordre de 1945, comme l'a déjà été mentionné, est menacé aujourd'hui, comme jamais auparavant. La génération qui a créé ce moment est en train de disparaître et ça laisse un trou, et un trou dangereux. Qu'il s'agisse du Brexit, du Make America Great Again, de M. Poutine, du traitement des Ouïghours par la Chine ou d'un million d'autres défis, sans l'idée d'un État de droit qui régit au-delà des frontières, il est difficile de voir comment nous pourrions vraiment progresser ou nous sauver de nous-mêmes, à moins d'évoquer, à mesure que nous avançons, cet esprit de 1945. Il y a 2 ans, comme le professeur Philippe Gay l'a mentionné, que je me suis trouvé dans cette grande salle de justice, au Palais de la Paix, à La Haye, au sein de l'équipe qui représentait la Gambie, un pays africain pas si grand, dans l'espoir de faire rendre des comptes au Myanmar pour le génocide perpétré contre la communauté Rohingya. À 1 mètre ou 2, vraiment, elle était juste à côté, était assise Aung San Suu Kyi, prix Nobel pour la paix, pour les droits de l'homme. Un moment remarquable. Je n'étais pas d'accord avec la plupart des propos qu'elle a tenus ce jour-là, mais l'une de ses répliques a touché, je dois le dire, une corde sensible. Elle a dit au juge, et je cite, « Le droit international pourrait bien être notre seul système de valeurs globales, et la justice internationale une pratique qui affirme nos valeurs communes. » Et pour moi, c'est bien le cas. Comme vous le savez peut-être, je me suis consacré à la préservation de ce système de valeurs et à son développement équitable et juste dans un monde qui change, en espérant le faire d'une manière qui englobe autant de cultures, d'idées et d'idéologies que possible.
Je soutiens le développement du droit international au nom de la décolonisation et du droit des personnes à retourner dans les foyers dont elles ont été déportées de force. Pour moi, comme vous l'avez dit, c'est personnel. Ceci est reflété dans mon nouveau livre, La dernière colonie. Je soutiens la création d'un nouveau crime international pour protéger notre environnement naturel. Ce crime a aujourd'hui un nom, écocide. Et ça sera pour vous, les étudiants d'aujourd'hui, d'emmener à un résultat dans les années qui viennent pour être sûr que nous changeons l'axe, que le droit et le droit criminel ne protègent non seulement les valeurs humaines et humaines, mais les valeurs écologiques. On doit refaire le droit. C'est un défi pour vous, les jeunes dans la salle. Et, comme a été mentionné, je soutiens les efforts visant à obliger les individus à rendre des comptes dans l'affaire qui oppose actuellement la Russie à l'Ukraine. Nous disposons de mécanismes pour traiter les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité et, s'ils se produisent, j'espère que non, les actes de génocide, notamment la Cour pénale internationale. Mais il y a une lacune dans l'architecture de notre système de droit international, car le CPI ne peut pas exercer sa compétence pour le crime d'agression, la conduite d'une guerre manifestement illégale. Et c'est le seul crime parmi nos 4 crimes dans le système international qui mène directement à la grande table. Quelle tragédie si dans 3 ou 4 ans, on a des procès contre les petits, mais ceux qui sont à la grande table sont exclus. Il y a, et vous allez entendre plus dans les semaines et les mois qui viennent, des progrès sur ce front. Mais ajoutant quelques réflexions à ce qu'a dit très chère Mathilde, je suis vraiment désolé à vous dire qu'à l'heure actuelle, en Europe, c'est la France qui est le problème numéro 1 à ne pas pouvoir procéder avec cette idée. Je n'ai pas vraiment de réponse à savoir pourquoi. Et j'espère, vraiment j'espère, que dans ce domaine, ça peut changer et que ça peut changer très vite et qu'il y avait une ouverture d'esprit. La France a participé à Nuremberg. Le crime d'agression y a été créé. Si ce qui se passe en Europe de nos jours n'est pas un crime d'agression, et il n'y a pas de mécanisme pour l'appliquer, le crime d'agression est fini. C'est fini. Je conclue en dire qu'en étant avec vous aujourd'hui, je considère vraiment que c'est pour toutes ces idées et d'autres que je soutiens, et parmi vous, il y a aussi beaucoup qui soutiennent, je sais, les mêmes idées, et que tant d'autres soutiennent et s'engagent à promouvoir et à protéger, que vous me faites cet honneur aujourd'hui. Et pour cela, j'exprime mon respect total et ma reconnaissance et mes remerciements encore une fois, professeur Mathilde Philippe-Gay, ainsi qu'un profond sentiment d'émotion, mais aussi de privilège. Vous, les étudiants dans la salle, sont les plus importants ici. Ce sera à vous de mettre en avant l'idée du règle de droit dans notre système international. On compte vraiment sur vous. Merci.
Bien, Monsieur le recteur, chancelier des universités, Olivier Dugrip. Mesdames et messieurs les hautes autorités civiles, judiciaires et militaires, monsieur le consul général d'Allemagne, monsieur le président de l'université, messieurs les doyens de la faculté de droit, mesdames, messieurs les professeurs, chers collègues, messieurs les professeurs récipiendaires, mesdames et messieurs, chers étudiants. Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord de vous remercier vivement de votre invitation à participer à cette cérémonie et de vous témoigner le plaisir et l'honneur qui sont les miens en tant que chancelier des universités de partager ce moment symbolique pour toute la communauté universitaire de l'université Jean Moulin et au-delà pour la communauté universitaire du site lyonnais dans son ensemble. Les cérémonies d'attribution du titre de docteur honoris causa sont toujours des moments particulièrement importants dans la vie universitaire, car elles permettent de célébrer l'excellence, de mettre en avant les valeurs de l'université et de rassembler la communauté universitaire autour de ces valeurs. Ces cérémonies témoignent du dynamisme, des liens et des alliances créés par les universités dans la plus pure tradition universitaire d'ouverture sur le monde. Cette tradition qui, depuis la création des premières universités au Moyen-Âge, s'est amplifiée avec le mouvement humaniste de la Renaissance et s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui sous des formes plus institutionnalisées, telles que les universités européennes, les programmes d'échange internationaux ou encore les coopérations de recherche. Cette tradition, qui repose sur le partage des idées, l'échange, la controverse, dans le sens le plus noble du terme, a donné naissance à cette communauté universitaire, universelle du savoir et de la connaissance, qui fait la force de nos universités par-delà les frontières. Vous accueillir aujourd'hui dans la communauté universitaire lyonnaise, messieurs les professeurs Messing et Santz, est une chance et un honneur. Vos recherches, les travaux, les imminentes responsabilités que vous avez occupées, comme l'ont mis en avant les éloges prononcés à l'instant, témoignent d'un parcours au service de l'intérêt collectif et du bien commun. Vos parcours nous donnent l'occasion de célébrer l'Europe, son histoire, ses valeurs humanistes, qui sont le socle de nos démocraties modernes, qui se sont forgées dans le temps, dans les épreuves, mais qui sont aujourd'hui le dénominateur commun de nos nations. De souligner la place et l'importance du droit dans nos systèmes démocratiques, nationaux et internationaux, et tout particulièrement l'objet de vos travaux autour du droit constitutionnel, du droit international, des droits fondamentaux, qui sont en grande partie le fruit de l'histoire et de la culture européenne que j'évoquais à l'instant. L'état de droit, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, est le rempart contre les dérives, le fondement de nos systèmes démocratiques, le socle commun du vivre ensemble. Le droit, c'est l'ultime référence, même et surtout dans les moments de dérégulation, comme les conflits armés et les crises, qui protège et garantit nos libertés et notre intégrité. Enfin, il est un point que j'aimerais tout particulièrement souligner, celui de la place du savoir, de l'enseignement et de la transmission au sein de nos sociétés. Nos sociétés sont bouleversées par des crises sans précédent qui ont brouillé les repères, changé les paradigmes, déstabilisé et fragilisé des organisations que nous pensions solides. Je pense bien évidemment à la crise sanitaire mondiale, aux différents conflits qui se sont succédés jusqu'à atteindre nos propres frontières européennes, à la remise en cause des institutions, mais aussi aux enjeux climatiques et énergétiques. Dans ce contexte, c'est aussi le rôle de la science en général et de ceux qui contribuent à la réflexion et au savoir dans la société qui est interrogé. Il est plus que jamais essentiel
de réaffirmer avec force et avec conviction que le savoir universitaire tient une place essentielle, qu'il faut sans cesse défendre face à la montée du scepticisme, à la diffusion de théories fondées sur la peur et l'individualisme, à une nouvelle forme d'obscurantisme que les moyens de communication actuels diffusent sans limite de temps et d'espace. L'esprit de l'homme est ainsi fait que le mensonge a 100 fois plus de prise sur lui que la vérité, disait déjà Erasme. Celui dont l'entendement est ainsi plongé dans les ténèbres est sans doute le plus esclave et le plus dépendant de tous les hommes, disait quant à lui John Locke, pour reprendre deux éminents penseurs de la construction européenne. Ces deux citations, pourtant vieilles de plusieurs siècles, viennent nous rappeler que le discours scientifique est non seulement utile, mais qu'il est aussi nécessaire et indispensable. Nous avons plus que jamais besoin du discours scientifique et de la recherche scientifique fondée sur l'objectivité et le partage d'une démarche de doute légitime, de questionnement, de démonstration et de la preuve. La connaissance est le phare de nos sociétés, la lumière qui guide dans l'obscurité, la flamme qui éclaire et nous donne les clés de compréhension face à la complexité du monde qui nous entoure. Non pas pour imposer un discours, mais pour former au débat éclairé, pour remettre la raison au cœur des réflexions, pour lutter contre les manipulations, pour donner à tous les citoyens les moyens d'exercer pleinement leur rôle. À cette tâche essentielle, vous apportez l'un et l'autre une contribution éminente, en contribuant au débat et en permettant chacun à votre manière une prise de conscience collective sur les grands enjeux de notre époque, les droits fondamentaux, le droit de l'environnement, la défense de la liberté d'expression, la protection des données, en portant l'un et l'autre la conviction que le droit est au service de tous et de l'humanité et qu'il apporte des réponses aux problématiques contemporaines. Enfin, en transmettant par l'enseignement aux étudiants connaissance et esprit critique. Dans un monde traversé par le doute, il est de notre responsabilité de redonner la confiance. Redonner confiance passe aussi par l'exemple des esprits les plus éminents. Et en vous accueillant aujourd'hui dans cette communauté universitaire dynamique et porteuse de valeurs, vous contribuez à sa mission et à son projet tourné vers la jeunesse, la transmission et l'excellence. C'est pourquoi je souhaite une nouvelle fois vous remercier d'avoir accepté d'associer vos personnalités à l'université Jean Moulin et au-delà de celle-ci, à toute notre université. C'est un honneur pour l'université.
Bien, permettez-moi d'ajouter à ces applaudissements des remerciements pour nos élèves du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon, Luce Perret et Louis Gauvritz au cornet, Clément Couty au saxhorn alto, Émile Béret au saxhorn basse. Bien. Et on m'annonce au tuba, mais je n'ai pas vu de tuba, un comme Boutelia, je suppose que... Ah si, pardon, je n'avais pas vu. Excusez-moi. Je voudrais également remercier Elena Visiedo qui a réalisé les portraits que vous avez vus tout à l'heure de Philippe Santz et Johannes Meising, étudiantes donc à Lyon 3 l'année dernière et cette année en master à l'Université Grenoble-Alpes. Johannes Meising et Philippe Santz, c'est un véritable honneur de vous compter donc désormais dans les docteurs honoris causa de la maison, l'Université Jean Moulin Lyon 3. Merci d'avoir accepté l'invitation que nous avons faite. Je vous invite toutes et tous à un cocktail donné par le président de l'université et par le doyen de la faculté de droit qui se trouve à la piscine du Rhône, juste en face. Et j'invite donc mes chers et chers collègues à sortir en procession de l'amphithéâtre, s'il vous plaît.